Cause à effet, le magazine de l'environnement. Émotion, amitié, intelligence, amour, conscience, logique, altruisme, coopération ou encore entraide. À l'image des hommes, les animaux possèdent eux aussi une palette de sentiments, de ressentis, de capacités cognitives dont la société les a longtemps dépossédés. Et pourtant, le génie animal existe. À nous, désormais, d'envisager autrement le vivre ensemble. Sur notre planète Terre, où hommes et animaux cohabitent et partagent un même territoire, la domination des hommes a longtemps masqué les compétences et les capacités du monde animal, dont les faits marquants restent encore trop souvent cantonnés au stade d'anecdotes exceptionnelles et d'histoires émouvantes qui font le buzz sur la toile. Mais aujourd'hui, la frontière est devenue plus floue et le génie animal, scientifiquement reconnu, nous pousse non seulement à reconsidérer nos rapports avec eux, mais aussi à poser la question de leurs droits. En France, depuis janvier 2015, au regard de la loi, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Un pas en avant évident sur le plan éthique et psychologique, même s'il reste sans conséquences pratiques sur le plan réglementaire ou pénal. Mais au regard de la science, les performances intellectuelles et émotionnelles des animaux vont bien au-delà de cette seule mention légale. Une véritable révolution sociétale est en cours, une mutation qui n'en est qu'à ses débuts et que nous allons scruter sur France Culture avec nos deux invités, Pierre Jouventin, éthologue, ancien directeur du laboratoire d'écologie des animaux sauvages au CNRS, et Yves Christen, éthologue, biologiste, écrivain et président de la fondation Ibsen, tous les deux contributeurs du livre collectif Révolutions animales, comment les animaux sont devenus intelligents, un livre paru aux éditions Les Liens qui libèrent sous la direction de Karine Lou-Matignon. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, dans les Échos de la Terre, en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, dont les contenus, je le rappelle, sont à retrouver chaque jour dans le quotidien, bien sûr, et sur le site, nous recevrons notre consoeur journaliste et écrivain Dominique Rousset et le philosophe des sciences Florent Augagneur pour leur livre Révolutions invisibles, un livre paru également aux éditions Les Liens qui libèrent, un ouvrage plein de promesses et d'espoir qui nous plonge concrètement au cœur de solutions, d'alternatives, pour entrer dans le monde de demain en symbiose avec notre environnement, et un livre qui a reçu tout récemment le prix Environnement 2016. Vous verrez, changer le monde, c'est possible. Le code rural reconnaissait déjà les animaux comme des êtres sensibles, capables de souffrir. Au code civil, maintenant, de franchir le pas. Ça concerne les animaux domestiques, c'est-à-dire les chats, les chiens, et ceux destinés à l'élevage, mais aussi les bêtes sauvages. Un changement énorme pour Alain Bougrain-Dubourg, défenseur de la cause animale. Le fait de reconnaître la sensibilité, on va dire, d'une intelligence à l'animal dans son ensemble, qui inclut l'animal sauvage, c'est colossal. Parce que jusqu'à présent, on ne reconnaissait la sensibilité qu'à l'animal domestique. Intégrer l'animal sauvage, c'est énorme parce que jusqu'à présent, ses capacités de souffrance, on n'en tenait pas compte. Alors dans la réalité, rien de révolutionnaire, mais cette modification de la loi, c'est un premier pas. Prochaine étape, espère maître Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, durcir les sanctions en cas de violence sur des animaux. En fait, le législateur vient d'ouvrir une porte. Aujourd'hui, lorsqu'on inflige des souffrances à l'animal, c'est surtout au regard des souffrances qui, par ricochet, peuvent être infligées à un propriétaire. Eh bien, demain, ce sera vraiment au regard des souffrances infligées à l'animal lui-même qu'on va réfléchir. Bonjour Yves Christen. Bonjour. Bonjour Pierre Jouventin. Bonjour. Alors l'animal, être doué de sensibilité, une évidence aux yeux de citoyens proches des animaux, aux yeux de scientifiques, d'éthologues qui travaillent depuis des années sur ce sujet. Mais on sent qu'il y a là un combat législatif qui montre qu'il n'est pas si simple de définir la place des animaux dans nos sociétés. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ces vérités dérangent ? Il y a des verrous, des réticences qui viennent d'où ? Je pense d'abord qu'il faut dire que
C'est une évidence, oui, mais ça devient une évidence, si je puis dire, parce que ça ne paraissait pas une évidence il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Pierre Jouventin et moi, nous avons connu des tas d'amis, y compris parmi les scientifiques, pour lesquels ça n'était effectivement pas évident. Donc je crois que c'est une évidence qui apparaît comme telle de façon progressive. Alors pourquoi y a-t-il des réticences? Pour des raisons multiples d'ailleurs. Il y a des raisons d'ordre philosophique, religieuse, sociétale. Il y a aussi, évidemment, la simple question de l'intérêt personnel. Il est bien évident que, globalement, nous avons exploité les animaux. On les a exploités pour en tirer un bénéfice et non pas pour leur faire plaisir. Hein. Et d'ailleurs, la littérature philosophique, Kant, par exemple, n'est-ce pas, je peux dépecer ce mouton, il n'a rien à dire, c'est uniquement Dieu m'a donné ce mouton à moi, et donc je peux en faire ce que je veux. C'est la même logique que l'esclavage, si vous voulez. C'est-à-dire que dès lors que vous tirez avantage d'une situation, c'est une bonne raison pour vous dire, eh bien, cet être vivant, je peux faire ce que je veux de lui. Et effectivement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on tire beaucoup davantage des animaux que ne serait-ce que, par exemple, alors la viande, donc la consommation, la nourriture, le cuir, donc tout ça aussi en matière de textile. Pierre Jouventin, c'est une manne. Oui, je crois aussi qu'il faudrait remarquer que la France est en retard dans ce domaine. C'est-à-dire que en droit de l'homme, on a toujours été, on s'est toujours en tout cas voulu les champions, mais par contre, en droit des animaux, on a à peu près un demi-siècle de retard par rapport aux pays anglophones. Par exemple, précisément, en 70, a été créée la première chaire de droit animalier en Amérique du Nord, alors qu'elle vient d'être créée cette année. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Faisons peut-être un état des lieux rapide ou à l'échelle du monde, si on peut. Hein. Donc, où se situe la France et quels sont les pays champions de la reconnaissance du droit des animaux? Yves Christen. Alors, je crois qu'il y a d'abord, indépendamment du droit proprement parlé, des phénomènes culturels qui sont importants dans ce domaine-là. Il y a, dans certains pays, en particulier en Asie, le rapport à l'animal. Si vous prenez des pays comme le Japon ou comme l'Inde, le rapport à l'animal, historiquement, a toujours été très différent de ce qu'il est chez nous, n'est-ce pas? Dans beaucoup de ces pays, on ne considérait pas qu'il y ait une différence de nature entre l'homme et l'animal. C'est très net en Inde, où on voit des singes se promener dans les vides, etc., et être parfaitement respectés. Il est probable que dans nos contrées, l'influence des cultures bibliques a renforcé l'idée selon laquelle il y avait une différence profonde entre l'homme et les animaux, enfin ce que j'appelle moi les animaux non humains, puisque l'homme n'est pas autre chose qu'un animal. Donc ceci, effectivement, est un des facteurs qui a joué un rôle important. Il y a aussi, bien sûr, sur le plan strictement économique, la logique économique, la logique des intérêts financiers et des rapports de puissance qui font que, voilà, celui qui peut exploiter, exploite. Vous précisez effectivement la question de la culture aussi, donc sur le plan culturel, comme par exemple ou la question de la corrida, où on dit que c'est une tradition aussi ou ancestrale et qu'il y a cette culture aussi ou localisée. Et puis la question cultuelle aussi, par exemple pour les abattages, hein, pour les viandes par exemple cachères ou halal. Il y a ce terrain-là sensible. Et puis on peut extrapoler aussi au lobby, peut-être le lobby des chasseurs, où il y a des craintes comme ça, des réticences de voir peut-être un peu trop de droits donnés à ces animaux qui pourraient porter ou mettre à mal ces communautés-là. Je crois qu'il y a aussi des méconnaissances, parce que la corrida, ça a été introduit par la femme de Napoléon III, donc c'est pas du tout ancien, c'est très récent en France, en fin de compte. Et par contre, regardez la chasse, par exemple, ça représente moins de 2% de la population, alors qu'on était le rare pays d'Europe où le dimanche sans chasse n'est pas autorisé, si ce n'est quand un maire de commune le décide, mais c'est rare. Donc en réalité, il y a 80% de gens qui ne peuvent pas profiter de la vie dans la nature parce qu'ils sont en danger. Et c'est d'ailleurs le pays de loin d'Europe où il y a le plus d'accidents de chasse. Oui, chaque année. Alors, quelle est cette sensibilité dont parle la loi dorénavant, Yves Christen? Alors, je pense d'abord le mot sensibilité, si vous voulez, il y a différents entendements. Dans l'esprit de la loi, on veut dire, j'imagine, un être qui est sensible, qui a des émotions et qui a le sens de sa propre existence. Voyez-vous, c'est un peu différent du fait d'être un animal sensible au sens, si je pique cette souris, elle va retirer la patte parce qu'il éprouve une douleur. Je crois qu'on a toujours quand même compris que la souris auquel on piquait une patte, elle souffrait, bien entendu. Mais vous voyez, là, c'est l'idée d'avoir une sensibilité intérieure et une certaine forme de relation avec le monde. Et ceci, d'ailleurs, si vous m'autorisez une remarque un peu intellectuelle, je crois que c'est extrêmement important et que peu de gens ont perçu cette chose-là. Ce qui caractérise les animaux,
Ce qui caractérise le plus, à mon avis, c'est la présence d'un cerveau. Alors, tous les animaux n'ont pas de cerveau, mais on peut, en première approximation, considérer qu'ils en ont tous un. C'est-à-dire qu'ils ont une machine qui représente le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un jour un livre qui s'appelle « L'animal est-il un philosophe ?» en concluant de manière positive. C'est très original parce que si vous prenez une pierre, cette pierre, elle va garder la trace de l'érosion, de la pluie, du vent, d'un coup de marteau, que sais-je. Mais il n'y a pas à l'intérieur de la pierre quelque chose qui se représente le monde. Tandis que nous, les animaux, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes le monde. Vous voyez, une image du monde. Nous créons du monde par nature. On ne peut pas ne pas le faire. Et ce processus-là, il est valable bien sûr pour les humains, nous en avons conscience, mais les autres animaux pourvus de cerveau, ils font exactement pareil. Ils ont le même type de problème de rapport avec le monde, puisqu'ils vivent dans le monde, et nous sommes dans une mission liée à l'environnement, donc cette idée est très importante. Nous, les animaux, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes le monde extérieur qui est représenté. Et c'est pour ça que, effectivement, aussi, on peut avoir une sensibilité en fonction de ce que le monde nous fait. Pierre Jouventin, on parle par exemple d'animaux aussi qui peuvent éprouver des sentiments comme le deuil ou qui cherchent aussi à porter assistance. Donc on est aussi dans cette sensibilité-là qu'on peut mettre en parallèle avec des capacités humaines. Oui, le deuil, c'est encore discuté. En tout cas, l'altruisme ou la coopération, ça, c'est évident. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait que nous sommes des cartésiens, c'est-à-dire ça paraît maintenant, il y a 4 siècles, Descartes avait lancé la théorie de l'animal-machine qui considère que l'animal, dans la mesure où il ne parle pas, ne pense pas et ne souffre pas. C'est évidemment complètement idiot, et d'ailleurs c'est un physicien, c'était pas un biologiste, mais notre élite continue à penser dans ce sens. Donc il y a un problème, et nos élus en particulier. Donc, là où Darwin, lui, avait tout compris de cette capacité animale. Voilà, alors que Darwin, il y a 1 siècle et demi, disait il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et d'autres espèces, il y a une différence de degré. Donc on peut peut-être plus facilement se référer à Darwin qu'à Descartes. Oui, c'est plus raisonnable, oui, c'est sûrement. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un documentaire diffusé sur Arte en 2016. Ce film s'intitule « Ce que ressentent les animaux ». Il a été réalisé par Gabi Schlag. Et tout cela pour essayer de comprendre aussi de quelle façon est-ce qu'il y a ces notions de solidarité, de morale, le sens du bien et du mal. Il s'agit des loups. Au centre de recherche sur les loups à Ernstbrunn, en Autriche, les animaux vivent en semi-liberté. Mais les 19 individus de la meute sont habitués à l'homme depuis leur naissance. Les loups sont réputés pour être très loyaux et justes les uns envers les autres. Les éthologues Friederike Range et Kurt Kottschall étudient le comportement des animaux à l'aide des dernières méthodes et équipements scientifiques. Sont-ils capables, comme les chimpanzés, de résoudre ensemble des tâches complexes? Les scientifiques leur font passer le test du tir à la corde. Ce dispositif demande beaucoup de coopération de la part des loups s'ils veulent récupérer la nourriture. Ils doivent tenir compte l'un de l'autre. S'il n'y en a qu'un seul qui tire la corde, elle finit par sortir complètement ici sur le côté. Résultat, ils ne peuvent plus faire venir à eux la plateforme garnie de viande. Mais s'ils tirent ensemble, la plateforme s'approche progressivement. Il faut donc qu'ils soient solidaires et synchrones. Tout se passait pour le mieux dans une parfaite coopération. Mais au 5e test, le jeune Aragon cède à l'envie de tirer seul sur la corde. La sanction ne se fait pas attendre. Aragon retiendra-t-il la leçon ? Au test suivant, le jeune Aragon n'osait même plus toucher la corde. Il attendait sagement l'arrivée de l'alpha. Il avait de toute évidence enfreint les règles. C'est ce que nous, les humains, nous appelons la morale. La morale. Il y a des mots comme ça qu'on va s'attacher un petit peu à analyser, décrypter. On a parlé de cette sensibilité, de cette représentation du monde, de ces capacités-là dans le monde animal. Il y a aussi ces notions de morale, de solidarité, d'intelligence finalement. Intelligence cérébrale, mais aussi affective et sociale. On peut parler de ça, Yves Christen. On peut parler de ça, mais dans l'expérience dans ce qui est évoqué, il y a une autre idée plus générale que celle de morale, qui est celle de la notion de norme.
Et là encore, dans l'histoire de la philosophie, notamment à travers Kant, il y a cette idée que l'homme est l'espèce qui se donne à elle-même des normes. Eh bien, ce que nous montre cette expérience, et beaucoup d'autres, bien entendu, c'est qu'il existe dans l'esprit des animaux non humains ce sens de la norme. C'est un sens général. C'est ce qui explique la morale. C'est ce qui explique aussi le sens de la logique. Qu'est-ce que c'est que la logique si ce n'est le respect d'un certain type de normes, vous voyez. D'ailleurs, pareil pour la communication et le langage. Il faut mettre en cause l'idée selon laquelle seuls les humains auraient un langage. Pour toutes ces choses-là, les animaux, humains et non humains, ont le sens des normes, et c'est parce qu'ils ont le sens des normes qu'ils peuvent avoir des comportements de type moraux. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Pierre Jouventin, on parlait du langage, c'est intéressant parce que c'est vrai que on dit que le raisonnement finalement dépend du langage, mais là non, on a la preuve qu'un raisonnement ne dépend pas forcément de la capacité de s'exprimer. Les animaux sont capables de raisonnement abstrait et en même temps, si on comprend bien les propos de Yves Christens, ils ont leur propre langage. Oui, bien sûr, en réalité, tous les animaux, parlons pas de langage qui généralement est réservé à l'homme, mais en réalité, tous les animaux communiquent et ont un système de communication. Donc en réalité, nous, on a un système très sophistiqué, sans doute, mais il n'en reste pas moins que tous les animaux communiquent. Par contre, évidemment, c'est ce qui a fait le malentendu avec les chimpanzés, c'est qu'on a essayé d'élever des chimpanzés à l'écart des autres et leur apprendre à parler. Bon, on est arrivé à 4 mots, c'était pas grand-chose. Mais sauf le cas, je crois, de la chimpanzé Washoe, c'est ça, voilà, dans les années 70, mais en même temps, elle avait appris quoi, le langage des signes plutôt, c'était ça. Oui. En fin de compte, on s'est rendu compte que les chimpanzés n'ont pas la souplesse langagière que nous avons, ou que le perroquet gris du Gabon ou le ménate a, mais qu'en réalité, ils sont très doués intellectuellement parce qu'ils sont capables par les gestes, par contre, ils ont une souplesse des gestes qui permet d'apprendre le langage des sourds-muets. Et donc, en réalité, maintenant, on sait qu'ils peuvent faire des phrases comme nous, mais pas évidemment au même niveau. Et ils peuvent aussi comprendre. Oui, vous savez, l'un de mes souvenirs les plus intéressant de ma vie, c'est quand je suis allé voir les bonobos, Kanzi, les autres bonobos sur lesquels travaille Sous Savage Rumbo. Quand je suis arrivé à l'Institut Yerkes, Sous Savage Rumbo m'attendait sur le pas de la porte avec la jeune bonobo Pambanisha, et elle a dit à Pambanisha en anglais, Pambanisha, c'est Yves qui vient nous voir de Paris. Et je dois dire, d'ailleurs, ça a été une des plus grandes hontes de ma vie, parce que Pambanisha, qui elle ne s'exprime qu'avec un keyboard, une sorte de petit ordinateur désignant des icônes, a dit, est-ce qu'il m'a apporté un cadeau? Et je dois dire que je dois confesser que je n'avais pas apporté de cadeau à Pambanisha, donc je me suis senti extrêmement honteux. Mais vous voyez, donc, même en anglais, vous pouvez parler à cette bête-là, et elle comprend parfaitement, et très bien le sens des phrases. C'est-à-dire que si vous lui dites, prends le serpent pour mordre le chien, 2 animaux en plastique, elle prend le serpent pour mordre le chien. Si vous dites prends le chien pour mordre le serpent, elle prend le chien pour mordre le serpent. Donc elle comprend les règles de la grammaire, ce qu'on appelle habituellement le langage. Alors certains peuvent vous rétorquer, mais ce sont des cas uniques ou exceptionnels. Non, ce ne sont pas des cas exceptionnels, car comme l'a rappelé Pierre Jouventin, d'une part, beaucoup d'autres espèces animales sont capables de comprendre des langages humains parlés, et notamment le perroquet gris du Gabon, qui, lui, non seulement comprend ce qu'on lui dit, en anglais en tout cas, et répond également dans la même langue. Et il répond des choses intelligentes, qui sont du genre, on lui montre 3 objets et plus 5 autres, combien il y a d'objets, il va dire il y en a 3 plus, il y en a 6, il y en a 8. Il fait donc une addition en même temps. Et si on lui dit combien y a-t-il de triangles rouges, et qu'il n'y en a pas, il dira 0, vous voyez. Donc, non seulement il comprend ce qu'on lui dit, mais il parle dans une langue humaine, ce qui est méritoire, parce que nous ne savons pas parler dans la langue des perroquets, et il dit quelque chose d'intelligent. Et en plus, on sait aussi que dans cette notion d'intelligence, il y a la notion de fabrication d'outils et d'utilisation des outils. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux menés par Jane Goodall, notamment avec le chimpanzé David... Barbe grise. Oui, Barbe grise. L'utilisation des brindilles pour aller chercher des termites, etc. Donc, l'utilisation des outils. Ils savent aussi ce qui est vraiment un trait particulier de l'intelligence. Pierre Jouventin. Ça varie d'un groupe à l'autre. Les chimpanzés n'ont pas la même culture, entre guillemets. Et d'autre part, ça peut évoluer dans le temps. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans les groupes où les chimpanzés écrasent des noix, arrivent à les ouvrir avec un caillou sur une enclume en pierre, eh bien, le jeune met 3-4 ans à l'apprendre. Alors, sujet délicat dans la communauté scientifique qui a mis longtemps d'ailleurs à être accepté, l'altruisme. Et oui, l'altruisme réciproque, l'altruisme de parentèle, on va en parler dans un instant. Après avoir écouté cet autre extrait du film Arte, Ce que ressentent les animaux, film de Gaby Schlag, diffusé donc en 2016.
Pour en savoir plus sur les animaux altruistes, il faut se rendre à l'université de Chicago. C'est ici que travaille la neurobiologiste Peggy Mason. Ses recherches sur les animaux empathiques et désintéressés ont suscité l'étonnement de ses collègues. Ses protagonistes ? Des rats tout à fait ordinaires. Dans une petite arène, l'un des rats peut se mouvoir librement, tandis que le deuxième est enfermé dans un tube en plexiglas. Il ne peut se libérer seul, car la porte du tube s'ouvre uniquement de l'extérieur. Il est donc dépendant de l'aide de son compagnon. La première chose que nous avons constatée, c'est que le rat en liberté s'est aventuré au centre de l'arène. C'est un comportement inhabituel, dans la mesure où les rats privilégient normalement les côtés et les coins, où ils se sentent en zone protégée. C'est le résultat de leur processus évolutif. Ils évitent les espaces ouverts où ils sont exposés aux attaques des prédateurs potentiels. Ici, dans notre expérience, ils bravaient la peur et s'approchaient du centre, visiblement attirés par leurs congénères emprisonnés. Pour nous, c'était la preuve qu'ils ressentaient une émotion, car lorsqu'il n'y a pas de rat dans le tube, les individus en liberté restaient dans leur coin. Que va faire le rat en liberté maintenant ? Après une longue phase d'approche et d'exploration, il ouvre la porte du tube et libère son congénère. Alors messieurs, l'altruisme, l'empathie, le sens de la justice, les animaux en sont doués aussi. Oui, parce que cette expérience dont on vient de parler, qui a été menée à Chicago dans le groupe de Jean Desetti, nous en apprend même davantage que cela. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'autres études, et notamment des études dans lesquelles le rat qui a la possibilité de libérer son congénère a aussi la possibilité de manger du chocolat ou autre chose. Eh bien, il se trouve que cet animal choisit de ne pas tout manger pour lui. Donc, ce qui est tout de même un exemple, alors là, véritablement de perte d'avantage, n'est-ce pas, de cet animal qui, non seulement va libérer son congénère, mais va de surcroît lui permettre de grignoter une partie du chocolat qu'il aurait pu avaler tout. Donc, vous voyez, on voit quand même que ça va effectivement très loin. Bien sûr, si on va chez les primates, alors là, on a des scènes d'altruisme tout à fait remarquable chez les loups, que Pierre Jouventin connaît mieux que personne également. Et en définitive, ce sont des comportements beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, ces mêmes animaux sont aussi égoïstes, exactement comme nous. Nous sommes à la fois altruistes, égoïstes, gentils, méchants, etc. Pierre Jouventin, alors il faut peut-être préciser pour les auditeurs que vous avez élevé une louve Kamala, d'abord d'ailleurs dans un appartement, si je me souviens bien. Oui, c'est par hasard, je n'avais pas fait volontairement. Oui, c'est-à-dire une louve recueillie parce qu'elle vivait dans un zoo, elle ne pouvait plus y rester, c'était voilà, ça vous elle allait être euthanasiée. Voilà, et donc là vous avez vraiment eu cet animal sous les yeux avec son comportement. Et on peut parler donc d'altruisme. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi deux sortes d'altruisme, réciproque et l'altruisme de parentel. On va l'expliquer, c'est-à-dire soit l'altruisme envers des espèces animales autres que sa propre espèce, et puis l'altruisme dans la même famille animale. Donc, ce cas précis là avec les loups. En réalité, il y a tout un débat actuellement en cours sur en réalité, les gens ont l'impression que la science est déjà faite et qu'en réalité, elle est en marche. Par exemple, j'ai pu montrer par hasard, en élevant une louve à l'époque où c'était permis, actuellement vous n'avez plus le droit, il vous faut un permis du ministère de l'Environnement pour élever un animal sauvage chez vous. Mais à l'époque, c'était possible et je devais m'en tenir à quelques mois parce que j'avais la maison dans laquelle j'habite, qui est entourée d'un enclos, qui était en train de se faire, mais il y a eu des retards et ça a duré des années. Et donc, j'ai été le premier, sans doute, au monde à élever un loup en appartement. Donc, on a vécu complètement en meute, si je puis dire, puisque la louve était complètement intégrée à la famille. Et au bout de quelques années, ce que j'ai découvert, et c'est actuellement discuté par les autres scientifiques qui ne sont pas d'accord, c'est qu'en réalité, pendant 6 mois, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que quand, par exemple, on allait sur le balcon, on nous tirait par le pantalon, quand on se penchait à la fenêtre du 2e étage, puisqu'on habite au 2e étage, elle nous tirait par la chemise. Quand votre femme allait se baigner, elle allait la chercher de peur qu'elle se noie. Vous pouvez même le voir, c'est-à-dire que si vous tapez sur votre moteur de recherche pierrejouventin.fr, vous allez tomber sur mon site
Et là, vous allez voir une vidéo de la louve qui se jette 10 fois de suite à l'eau pour aller chercher ma femme et qui, soi-disant, se noie et qui la ramène à la rive. Et actuellement, je l'ai présenté, cette vision des choses qui est un fait, aux grands spécialistes des loups qui m'ont dit que c'est pas possible parce qu'on l'a jamais vu. En réalité, ça ne peut apparaître qu'avec les gens du groupe, de la famille. Or, elle nous prenait pour la famille puisqu'on était continuellement ensemble 24 heures à 24 heures. Or, quel est l'éleveur de loups qui reste 24 heures sur 24 avec son loup? C'est pas possible. Donc, en réalité, on a vu quelque chose d'original, on l'a en film, on l'a en photo, mais les spécialistes sont pas encore d'accord et on a fait une publication à laquelle Yves Christen a été associé et qui essaie de défendre la chose, mais actuellement, c'est pas admis. Et dans votre cas, il faut préciser aussi que vous n'étiez pas spécialiste, c'est-à-dire éthologue spécialiste des loups, puisque vous travailliez sur les manchots à l'époque et sur des oiseaux aussi. Je travaillais sur 20 espèces, sur beaucoup de mammifères, dont des mandrilles, des singes, etc. Voilà. Donc je connaissais quand même pas mal, et de toute manière, je suis tout à fait capable de voir ce qui est un artefact et la réalité. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en étant sur ces différents animaux-là, vous aviez peut-être un autre regard par rapport à Kamala, puisqu'elle s'appelait Kamala. Yves Christen, ça pose la question de l'influence de l'homme sur les animaux. C'est-à-dire un animal élevé avec les hommes s'identifie aux hommes et intègre leur culture. C'est une question extrêmement intéressante que vous évoquez là, parce que dans beaucoup de performances d'animaux de laboratoire, surtout des grands singes, vous avez parlé de Washoe tout à l'heure et d'autres, certains ont dit, ce sont des animaux acculturés. Ce qui est exact d'ailleurs, bien entendu. Mais avec l'idée que finalement, s'ils étaient intelligents, c'était uniquement à cause de l'acculturation, donc à cause de l'interaction avec l'homme. C'est un point de vue assez absurde. Si un animal fait la preuve de quelque chose, c'est qu'il est capable de le faire, de toute évidence, n'est-ce pas? Donc, ce que nous montrent ces études, c'est qu'effectivement, il existe dans le monde animal une certaine plasticité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un animal peut se comporter d'une certaine manière dans une condition et différemment dans une autre condition. Alors qu'on a beaucoup pensé qu'il y avait une totale stéréotypie. On a surtout pensé pour les insectes, avec notamment l'œuvre remarquable de l'entomologiste Jean-Henri Fabre dans le sud de la France, bien que Fabre avait lui-même remarqué que certains insectes pouvaient avoir une certaine forme de plasticité de comportement, mais il est clair que les animaux aussi sont plastiques. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire pour leur propre mode de vie. Vous voyez, un animal, il ne peut pas avoir affaire à des conditions parfaitement constantes. Et les conditions varient, l'environnement varie, les rapports avec les partenaires sociaux varient, la présence des prédateurs, des ennemis, etc. Donc cet animal, il doit être prêt à s'adapter à des situations assez différentes. Donc il est tout à fait normal que les animaux non humains soient plastiques également. Donc ça veut dire qu'on peut dire que les animaux sont capables de développer une culture propre et que la culture n'est pas une spécificité humaine? Ça, je crois que c'est tout à fait démontré aujourd'hui. Il n'y a plus guère de gens qui penseraient qu'il n'y a aucune forme de culture dans le monde animal, puisqu'on connaît des phénomènes culturels, bien sûr, dans à peu près toutes les espèces de singes, mais également dans un nombre considérable d'autres espèces, en particulier des oiseaux, notamment les oiseaux de la famille des corbeaux, les corvidés, qui savent faire plein de choses, des outils, des méta-outils, c'est-à-dire des outils pour fabriquer d'autres outils. Maintenant, le nombre d'exemples connus est de l'ordre de plusieurs centaines de cas de phénomènes culturels, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, une fois encore, cela ne signifie pas que les cultures humaines n'aient pas atteint une dimension absolument extraordinaire. Bien entendu, ce n'est pas pareil de se promener à Paris et de se promener au milieu d'une société de babouins, bien entendu. Mais il n'y a pas de doute que les phénomènes culturels existent, sont fréquents. Comme l'a dit Pierre Jouventin, ils évoluent dans le temps. Ils se différencient d'un groupe d'animaux vivant à une certaine distance, etc., etc. Pierre Jouventin. Oui, alors, je crois que l'historique de la découverte de la culture, c'est pas anodin. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Européens qui ont l'idée déjà sous-jacente que, en réalité, la culture, c'est réservé à l'homme. Et donc, ils ne la cherchaient pas chez l'animal. En réalité, ça a été trouvé par des Japonais qui, eux, sont de tradition shinto, où l'animal et l'homme sont liés, l'homme est inséré dans la nature, donc c'est une forme de pensée qui est complètement l'opposé de la culture occidentale qui considère que l'homme est en opposition à l'animal et à la nature. Donc vous vous rendez compte que c'est bien, on revient au titre de notre livre, c'est-à-dire c'est une révolution. On emploie souvent ce titre de révolution dans des tas de titres de bouquins, qui d'ailleurs sont de la communication avant tout, alors que là c'est plus que fondé, parce qu'en réalité ça remet en question tout le système occidental d'exploitation de la nature, d'exploitation d'animal. Et ça pose aussi, cette intelligence animale qui existe, qui est avérée, ça pose une autre question, celle de la conscience. Extrait du film Les animaux pensent-ils de Gabi Schlag et Benno Wenz, diffusé sur Arte en avril 2013.
Une pie se regarde dans le miroir. Elle est intriguée par le point jaune placé sur les plumes de sa gorge. Le professeur, Onur Güntürkün, a collé le point à un endroit que la pie ne peut pas voir sans le reflet du miroir. Dans cette expérience, nous avons créé une situation où Gertie, la pie, peut s'apercevoir en se regardant dans le miroir qu'elle a sur le corps quelque chose qui lui est étranger. Elle a essayé de l'enlever, non pas sur la pie qu'elle voyait dans le miroir, mais sur elle-même. Elle n'a pas eu d'interaction sociale avec cette autre pie. Elle s'est directement prise comme référence. Ce qui implique qu'elle s'est reconnue dans le miroir, qu'elle savait qu'elle se voyait elle-même. Il y a deux interprétations possibles. La première, c'est que Gertie se reconnaît dans le miroir, mais que cela ne signifie pas nécessairement qu'elle a une conscience similaire à la nôtre. Mais certains scientifiques iront plus loin, et c'est la deuxième. Pour eux, cela implique que Gertie a une conscience d'elle-même analogue à celle des humains. La question reste posée. Mais une chose est sûre, les pies se reconnaissent dans le miroir. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Alors cette notion de conscience, justement, savoir ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, la métacognition, Yves Christen. Alors la conscience, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments pour considérer que les animaux non humains ont également une conscience. Et bien sûr, l'expérience du miroir qui a été faite chez des pies, chez des chimpanzés, chez des éléphants et d'autres animaux. Et il y a aussi ce que vous dites qui est très important, qui est le problème de la métacognition, c'est-à-dire le savoir sur le savoir. Et ça, je trouve que c'est parmi les révolutions des sciences cognitives, c'est une des plus passionnantes, n'est-ce pas, d'avoir pu démontrer que les animaux non humains sont capables de savoir qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. On a pu le montrer par des expériences assez compliquées, mais qu'il est assez simple de comprendre le principe, et qui consiste à poser des questions, par exemple, à des singes, et à leur proposant soit de répondre de manière affirmative. Et dans ce cas-là, ils gagnent 3 jetons s'ils donnent la bonne réponse, ou ils en perdent 3 s'ils donnent la mauvaise réponse, ou alors de passer leur tour, et là, ils gagnent un seul jeton. Et vous comprenez bien que dans ce type d'expérience, l'animal qui ne sait pas, ou qui sait qu'il ne sait pas, eh bien, il a intérêt à dire « je passe mon tour, je récupère un jeton », n'est-ce pas ? D'autant plus que les singes en particulier ont horreur de perdre, et horreur de perdre des jetons dans ce type d'expérience. Des mauvais joueurs. Donc, vous voyez, il y a effectivement un savoir sur le savoir, et ce qui est même très intéressant, j'aime beaucoup ce champ de la connaissance, c'est un domaine dans lequel des performances cognitives élevées, eh bien, nous les connaissons à certains égards mieux grâce à des animaux non humains qu'à l'humain lui-même, parce que il a été possible de faire des études sur l'anatomie, des études qui posent des problèmes éthiques, bien entendu, sur l'anatomie cérébrale, sur les réseaux de neurones impliqués dans ce type d'opération qu'on appelle la métacognition. Donc, d'une certaine manière, on pourrait presque dire qu'on est plus certain que les animaux savent qu'ils savent, parce que dans certains cas au moins, on est allé jusqu'au niveau de la cellule, de voir comment les choses fonctionnent. Pierre Jouventin ? Oui, je crois qu'une bonne partie des problèmes qu'on croit résoudre sont une projection de notre vision du monde. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, regardez tout à l'heure, on parlait de l'intelligence du chien qui est donnée par l'homme, alors que le loup, par contre, est un idiot parce qu'il ne comprend rien. Et quand on lui montre avec le doigt, par exemple, le seau sous lequel se trouve la nourriture, eh bien, il ne comprend pas. En réalité, c'est une fausse interprétation de l'anthropomorphisme pour moi. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous le montrez à un chien, le chien a été sélectionné à partir du loup, vous savez, sans doute, et c'est une sorte d'adolescent éternel. Donc, il regarde l'homme, parce que l'homme, c'est son chef de meute, c'est lui qui donne les indications. Alors que le loup, c'est un adulte, il ne s'occupe pas de vous. Par contre, il y a un petit détail qui fausse tout et qui montre que j'ai raison, c'est que le loup a un tiers de cerveau de plus que le chien. Et tout ça, ça nécessite, on l'imagine, des études psychologiques menées, on le sait, par les chercheurs, les scientifiques. On revient dans un instant sur cette question du génie animal après le choix musical. Alors Pierre Jouventin, vous nous aviez proposé Les singes de Jacques Brel. On va le retrouver sur le site de l'émission et on va écouter tout de suite Mr Tembo par Damon Albarn. C'est l'histoire justement de cette rencontre de Damon Albarn avec un bébé éléphant orphelin en Tanzanie. In Chile, can I sing with you about Mr.
Mr. Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the Coworth Road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night he checked in on his own. Admiral Kamazi in and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. He gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Et c'est la suite de notre magazine de l'environnement de Cause à effet sur France Culture en symbiose avec le thème des émotions qui colorent notre antenne. En cette fin d'année, nous interrogeons le génie animal, intelligence et émotion. Et nous sommes en compagnie de Pierre Jouventin, éthologue, ancien directeur du laboratoire d'écologie des animaux sauvages au CNRS, et Yves Christen, éthologue, biologiste, écrivain et président de la fondation Ibsen, et donc tous les deux contributeurs du livre collectif Révolutions animales, comment les animaux sont devenus intelligents, un livre paru aux éditions Les Liens qui libèrent et sous la direction de Karine Lou-Matignon. Alors émotion, intelligence et la souffrance animale. L214 ne lâche rien, son arme, la vidéo, les images d'agneaux écartelés vivants dans les abattoirs bio. C'était elle, l'association de défense de la cause animale. Quelques semaines plus tard, nouvelles images, tournées cette fois le mois dernier dans un élevage de volailles de l'Ain. L'Ain, pays du poulet de Bresse élevé au grain. On en est loin, Dominique Loriot. Un bâtiment sans fenêtre dans lequel s'entassent 200 000 poules, des volatiles et des œufs infestés de poux, des cadavres en décomposition dans les cages, un sol où prolifèrent les asticots. Bienvenue au GAEC du Pérat dans l'Ain, une exploitation qui avait déjà été dénoncée par L214 en 2013. 3 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Brigitte Gauthier de l'association de protection des animaux. On a exactement le même constat. On sait que les services vétérinaires ont essayé de faire changer la situation. Il y a quelques bricoles qui ont changé, mais c'est vraiment complètement annexe par rapport aux conditions de vie des poules pondeuses. Alors on sait très bien que dans l'élevage en cage, il n'y a pas de conditions bonnes de vie pour les poules pondeuses, mais là on s'enfonce encore un petit peu plus dans l'abominable pour les animaux. Face à cette situation, une seule mesure s'impose et elle doit être radicale. On demande au préfet d'ordonner la fermeture immédiate de cet élevage où visiblement les pouvoirs publics n'ont pas le droit de citer ou ne peuvent pas faire appliquer la réglementation de toute façon. L214 en profite également pour rappeler à leur responsabilité les enseignes Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché et Super U qui commercialisent ces œufs de batterie. Voilà, c'était un reportage diffusé sur France Inter le 25 mai 2016. Et cette question de la souffrance animale, Yves Christen, rôle des pouvoirs publics, quand même on peut le dire. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle façon est-ce qu'il faut remettre en question notre usage des animaux ? Et puis cette question tout simplement des abattoirs, largement soulevée dans l'année 2016. Écoutez, je crois qu'un reportage tel que celui que nous avons écouté parle de lui-même. Il est quand même assez difficile de trouver qu'une chose pareille est admissible dans le monde contemporain.
Ce qui est tout de même encourageant, me semble-t-il, c'est que de même qu'il y a eu une révolution sur le plan scientifique, il y a eu une prise de conscience des capacités cognitives et de sensibilité des animaux non humains, je crois que de la même façon, les populations, nos populations, ont quand même grandement pris conscience que ça n'est plus admissible dans le monde actuel. Alors maintenant, entre cette prise de conscience grandissante et la réalité de l'application des choses, nul ne peut prédire combien de temps cela prendra. J'ose espérer qu'on est quand même en train d'évoluer vers une situation dans laquelle ce genre de situation ne perdurera pas. Mais peut-être suis-je trop optimiste. Pierre Jouventin. Oui, je pense qu'on est vraiment dans la révolution. C'est-à-dire qu'actuellement, l'homme de la rue se retrouve avec le scientifique. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, c'était la mémère à chat, et bon, on la tenait à l'écart, et elle n'était pas sérieuse, parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'en réalité, il fallait bien sacrifier les animaux pour arriver à faire des médicaments, etc. Or là, on remet en question, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas une différence, comme le disait Darwin d'ailleurs, il n'y a pas une différence de nature, mais une différence de degré entre l'homme et l'animal. Et d'autant plus que l'évolution de la société fait que, jusqu'à présent, on était dans l'animal de travail, alors que maintenant, on est dans l'animal de compagnie. Et donc, comment voulez-vous expliquer aux gens qui ont un chien ou un chat à la maison, qui n'a rien à voir, que c'est un objet, etc. C'est pas possible. Permettez-moi d'ajouter une chose à ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. C'est que il paraît à peu près impossible, dans le monde actuel, de ne pas exploiter d'une certaine manière les animaux, parce que, voilà, c'est une quasi-nécessité, et notamment pour la nourriture. Mais je pense que, ceci étant à peu près évident, on n'en a que plus l'obligation d'avoir un comportement digne. Je ne suis pas contre l'expérimentation scientifique, mais je pense que cela engage fortement. C'est-à-dire que c'est un problème éthique et que plus nous demandons quelque chose à un partenaire animal, soit parce que nous le faisons travailler pour la science, soit parce que nous le consommons, eh bien, plus nous avons d'obligations morales à l'égard de ce partenaire. Pierre Jouventin. Oui, je crois aussi qu'il faut soulever le fait qu'actuellement, alors qu'au tout début des sciences humaines, c'était un peu une copie des sciences naturelles, et puis elles s'en sont complètement détachées, et maintenant elles sont complètement à l'écart. Mais il y a une nouvelle génération de chercheurs des sciences humaines qui commencent à se rapprocher des sciences de la vie, et qui sont en train de faire la convergence. Et donc actuellement, c'est plus des camps ennemis séparés, ce sont, à mon avis, on est en train de se retrouver. Et il y a déjà plein de philosophes actuellement qui ont remis en question la distinction nature-culture, nature-animale, etc. Mais alors on sent effectivement cette évolution de l'opinion publique, ce nécessaire respect aussi dû à l'animal. Yves Christen, vous avez posé très clairement la question de la personne animale. On sait que de par le monde, il y a des juristes qui se battent pour obtenir ce statut, notamment pour les grands singes, les éléphants, les baleines. Est-ce que c'est par là qu'il faut passer pour faire bouger non pas l'opinion publique visiblement plus acquise à cette nécessité, mais les pouvoirs publics, les politiques. On a vu en 2002 aux Pays-Bas la création du premier parti animal. Alors une vraie surprise à l'époque, on les a pris pour des farfelus et puis finalement ils ont fait des scores extraordinaires aux élections à tel point qu'ils sont entrés quand même dans l'arène politique. Alors bon, sur le plan politique, c'est un domaine un peu différent, mais je pense qu'on peut être pro-animal en étant de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, et de n'importe où dans l'opinion. Et je crois d'ailleurs que c'est pas si mal que ça, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de pousser justement les choses et de faire comprendre que la cause de l'animal est quand même un peu différente de celle de la logique droite-gauche. Je crois qu'il est important de faire un travail théorique, vous voyez, c'est-à-dire que si vous rentrez directement dans le débat sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, prenons par exemple quelque chose comme le halal, voyez-vous, si vous entrez directement dans ce débat-là, vous ne pouvez plus faire une analyse scientifique puisque les gens vont être polarisés par la prise de position que vous aurez eue et personne ne voudra écouter la réalité de la connaissance. Alors je crois qu'il est important d'avoir des dispositions politiques, d'appliquer au niveau social des choses qui sont cohérentes avec la connaissance, mais je crois aussi il est important de dire des choses qui sont pas seulement basées sur notre sensibilité personnelle, politique, sociale, etc., mais aussi qui est basée sur la connaissance réelle des choses. Et le savoir passe par ces expériences de scientifiques, de chercheurs, et aujourd'hui quand même ce savoir est bien étayé. En France tout récemment, donc en novembre 2016, il y a eu la création du collectif Animal Politique et qui a publié un manifeste avec 30 propositions et formulé aussi la demande de création d'un secrétariat d'État à la condition animale, paru le 19 octobre dernier dans Le Monde, signé par de nombreuses personnalités dont vous êtes. Donc qu'est-ce que ce manifeste-là peut faire et cette demande de secrétariat spécifique?
dans le débat. Je pense que par-delà cette mesure qui aurait quelque chose comme une valeur symbolique, ce qui me paraît important, c'est qu'un certain nombre de personnalités du monde des idées se manifestent pour mettre le doigt sur cette problématique. Voyez-vous, moi, à titre personnel, je ne sais pas si c'est véritablement la meilleure façon de faire avancer les choses, mais je crois que ça aurait en tout cas une valeur symbolique assez importante. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Pierre Jouventin, ou en tout cas faire entrer au moins ce thème de l'environnement et de la condition animale, ne serait-ce que dans le débat public, parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait une campagne présidentielle où jamais on ne parle de nature et d'animaux. Il y a un petit problème. Or, à mon avis, c'est le centre. C'est-à-dire qu'évidemment, actuellement, on est le nez sur le guidon et évidemment, on a des urgences et on comprend qu'on soit orienté sur l'économie ou des problèmes politiques, sociaux, etc. Mais il n'en reste pas moins que derrière, il y a toujours le rapport entre l'homme et l'animal, l'homme et la nature. Actuellement, si on surexploite la nature, on va se trouver devant des blocages. C'est à la fois de l'écologie politique et de l'écologie scientifique. Allez, on va finir cette dernière partie par la phrase de Gilles Boeuf que l'on retrouve dans le livre. Et si devenir humain, c'était d'abord respecter les animaux, les considérer comme nos accompagnateurs sur la terre. On peut rajouter aussi, c'est aussi regarder le monde avec leurs yeux. Messieurs, Yves Christen, Pierre Jouventin, en cette fin d'année, peut-être un vœu, une pensée? Yves Christen. Penser, en l'occurrence, est toujours un peu la même. J'espère que la prise de conscience de cette relation entre eux et nous, en comprenant que nous faisons partie du même monde qu'eux, va évoluer dans le bon sens, ce que je crois d'ailleurs. Pierre Jouventin. Moi, je crois qu'on est en train de se retrouver aussi bien sciences de la vie, sciences humaines, hommes de la rue et scientifiques. J'aimerais bien que les politiques suivent. Et je rappelle le titre de votre livre, Révolutions animales, comment les animaux sont devenus intelligents, donc un livre paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Et vous restez avec nous, suite de l'émission, avec les Échos de la Terre, en partenariat, je le précise, avec le service Planète Sciences du Monde, dont les contenus sont donc à retrouver chaque jour dans le quotidien sur leur site et sur celui de l'émission de Cause à effet, à la rubrique Les plus, les moins, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles sur le front de l'environnement. Et j'en profite juste pour vous conseiller l'article signé Audrey Garrick, intitulé Les seigneurs des abattoirs, à lire absolument. Il a été publié le 30 juin 2016. Il propose une enquête au cœur du plus gros abattoir porcin de France, à Lamballe, où l'on tue un animal toutes les 5 secondes, 50 000 par semaine. Un abattage de masse, une cadence éreintante et des tâches éprouvantes également pour les salariés eux-mêmes en souffrance. En tout cas, c'est une plongée très instructive dans cette dureté physique et psychologique rarement racontée, à retrouver sur notre site. Un univers, en tout cas, qui nous amène à regarder le monde de demain autrement et à envisager d'autres solutions, parfois invisibles. Thème du jour des Échos de la Terre. Jusqu'à présent, l'histoire était restée sourde et aveugle à la nature. Je pense que pour une fois, les hommes ont regardé cette nature. Ils l'ont écoutée et peut-être qu'ils ont pris conscience qu'ils en faisaient partie. Il y a quelque chose qui s'est quand même passé à Paris dans tout ce processus. C'est que les hommes peut-être se sont enfin vus tels qu'ils sont. Petite tribu sur un même vaisseau, la planète Terre. Ça peut paraître ridicule, mais c'est essentiel. Que chacun comprenne que nous avons cette communauté de destin et que nous n'avons pas d'autre option que de penser la planète comme un espace de solidarité. On s'est mis en marche, c'est très clair. On n'a peut-être pas encore restauré complètement une vision du monde, mais en tout cas, on a commencé à l'esquisser. Tout démarre maintenant. Mais soyons exigeants, objectifs, déterminés. C'est sur ces exigences que nous pourrons, je l'espère, réenchanter le monde. Seconde partie, les Échos de la Terre et ses propos de Nicolas Hulot, peu après la COP21 de Paris, il y a un an, avec beaucoup d'espoir affiché. Nicolas Hulot, que l'on retrouve en préfacier du livre dont nous allons vous parler sans plus attendre, en compagnie de ses deux auteurs, Dominique Rousset, bien connue des auditeurs de France Culture, productrice de l'émission L'économie en question, à retrouver le samedi à 12h. Bonjour Dominique. Bonjour Aurélie. Et avec nous aussi Florent Augagneur, philosophe des sciences et conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Bonjour Florent. Bonjour. Et donc, ce que disaient ces derniers propos, en tout cas de Nicolas Hulot, on s'est mis en marche, et puis cette notion de réenchanter le monde. Est-ce que vous avez effectivement, et l'un et l'autre, le sentiment que
il y a un tournant dans l'opinion publique. Laurent Gagnère. Alors, un tournant dans l'opinion publique, dans les mouvements de fond, dans le bas de la société, sûrement. L'opinion publique, je sais pas, mais dans ce que vous venez de passer de Nicolas, on voit qu'en fait, Nicolas allie l'optimisme de la volonté avec le pessimisme de l'intelligence, comme dirait Gramsci, c'est une citation bien connue. C'est vrai que le diagnostic nous pousse à être pessimiste, c'est-à-dire quand on regarde les faits, on est pessimiste, mais la volonté a une force telle qu'on peut tout faire et les populations peuvent tout faire et ça émarge par le bas. Donc effectivement, il y a de quoi être optimiste. Alors le livre dont nous parlons s'intitule Révolutions invisibles, livre inspiré de la série de chroniques d'été diffusée sur France Culture, donc l'été 2014, un ouvrage qui a remporté, il faut préciser, la 4e édition du prix du livre environnement 2016 et donc un prix régional du public soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est organisé par la Maison de la Nature et de l'Isère ainsi que par la Maison L'Environnement de la métropole lyonnaise. En tout cas, un joli prix obtenu pour ce livre, 40 récits pour comprendre le monde à venir, des idées, des initiatives, des solutions pour vivre mieux demain en osmose avec notre environnement. C'était cette volonté, Dominique Rosset, de montrer le côté positif, réaliste, réalisable peut-être du discours finalement environnemental. Positif certainement, parce qu'on donne plusieurs exemples qui le sont, et on le démontre et on raconte un peu des histoires, comme on va appeler ça des récits. Réaliste aussi, et là on rentre dans le moins satisfaisant, parce que c'est vrai qu'on montre aussi ce qui peut être dangereux, c'est vrai qu'on est toujours porté vers ce qui va advenir, on parle de révolution invisible, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, et invisible, ça le devient de moins en moins, déjà on l'a écrit en 2014, on trouve que ça commence à bouger assez vite, ce qui va dans le sens de ce que nous entendions précédemment avec vous, mais il y a encore évidemment beaucoup à faire, mais ce qu'on essaie de montrer, c'est ce qui est en sommet, ce qui est en train de se faire, ce dont on doit se méfier, ce dont on doit vraiment veiller à ce que ça ne se développe pas, et puis à l'inverse, ce qui est en train de se passer, qui nous paraît effectivement très porteur d'espoir. Et j'ai écouté très attentivement ce que vous disiez, messieurs, l'un et l'autre, sur les moyens de bouger la société. On fait quand même partie des gens qui pensent que ça peut. Alors je précise pour les auditeurs, pour faire ce lien entre notre première et deuxième partie, qu'il y a un chapitre notamment sur le loup, sur le biomimétisme, donc imitateur de la nature, vecteur de transition vers des techniques sobres, donc le génie de la nature est présent dans le livre. Et puis il y a d'autres entrées très intéressantes aussi, dont on parle beaucoup moins, c'est ce lien entre l'économie et l'écologie, c'est-à-dire deux univers que l'on prétend peut-être être dissociés, mais qui sont complètement en osmose, très intéressants, donc par exemple le PIB face au BNB, le bonheur national brut, la notion de décroissance, l'économie circulaire, l'économie du partage, le recyclage, peut-être un focus, Florent Gagneur, sur cette question-là, le travail, et bien sûr, souvent, cette notion d'emploi aussi, où on dit, mais l'écologie et la transition environnementale, si on l'applique, attention, chômage, finalement, les économistes et sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Alors, effectivement, pour faire le lien encore une fois avec le livre précédent, vous expliquez qu'il y avait un paradigme qui était en train de changer et qu'on appelait la révolution animale parce qu'on changeait notre façon de regarder l'animal et notre lien avec lui. En fait, voilà, c'est exactement ça. C'est ce paradigme-là qu'on va appeler écologie, mais on peut appeler postmoderne, on peut appeler autrement. On va l'appeler écologie parce que l'écologie, c'est le lien et ça, c'est ça qui est intéressant. Ce paradigme-là, on l'a appliqué à tous les domaines de la société, donc à 40 sujets. Et on est allé voir comment ce paradigme-là va transformer, si on le veut, parce qu'on n'est pas obligé d'y aller vers là. On peut aussi, les sociétés peuvent aussi retourner en arrière, donc c'est un choix aussi à faire. Si on le veut, comment est-ce qu'on pourra aller en utilisant ce paradigme-là vers donc tous les domaines de l'économie, de la société, les injustices, l'égalité, le travail, l'emploi, etc. Donc effectivement, on a tout appliqué dans des domaines totalement variés. On parle aussi du tourisme. On a un chapitre sur le tourisme, sur la santé. On a des chapitres plus philosophiques, des chapitres plus sur les transformations de paradigme dans la biologie, dans les sciences physiques. Donc, les villes en transition, dans l'urbanisme, dans la manière d'habiter, dans la manière de se loger. Donc effectivement, on se rend compte que quand on applique ce paradigme que moi j'appelle le paradigme du lien, qui est en fait le paradigme de l'écologie, on se rend compte que tous les domaines de la société, du vivre ensemble, de l'organisation sociale, sont en train de bouger et il se passe pas mal de choses. Et alors après, elles ont peut-être besoin d'une certaine impulsion et on voit quand même que parfois, parce que aussi il y a des chapitres qui sont plutôt négatifs et qui sonnent alerte, on peut aller dans le mauvais sens, on utilise aussi la science et la technique sont bras armés, parfois dans des sens qui peuvent être pas enviables. Dominique Rosset. Oui, le lien entre économie et écologie, moi j'y tiens beaucoup. Vous avez rappelé, je m'occupais d'une émission d'économie et je suis même étonnée qu'on ne le fasse pas davantage. En réalité, on peut pas séparer l'un et l'autre. Et on a peut-être trop tendance à le faire. C'est-à-dire à séparer, on va s'occuper d'écologie, on va s'occuper avec cette image un peu naïve parfois. Et je pense qu'on doit absolument
associer les deux pour comprendre l'importance de l'enjeu. Exemple, moi j'aime bien l'exemple de l'océan, la mer. Bon, vous avez parlé des animaux plutôt sur Terre. Il y a un chapitre océan, effectivement. C'est un exemple qui me paraît intéressant. D'abord pour se rappeler que la nature n'est pas seulement verte. On parle beaucoup de la forêt comme le poumon de notre planète, mais la mer l'est tout autant. C'est un poumon extrêmement important. Il faut rappeler 70% de la surface de la planète. Ça fait et la nature est bleue. C'était le titre qu'on a donné à ce chapitre, en effet. Et un formidable capteur, piège à CO2 d'ailleurs. Voilà, donc piège à CO2, le phytoplancton qui existe depuis des millénaires, et une fois de plus, comme dans beaucoup d'autres domaines, on peut montrer qu'en 50 ans, l'océan qui n'avait jamais été touché, jamais été atteint, je parle là évidemment de la haute mer, les côtes c'est une autre histoire, est en train d'être systématiquement ravagé par la surpêche. Comment ne pas faire le lien avec l'économie? Bien sûr, il faut nourrir la planète, bien sûr on connaît les contraintes de production, mais cette surpêche, il faut le savoir, est une surpêche industrielle qui va en haute mer, qui a les moyens de le faire maintenant. Il n'y a que 10 pays dans le monde qui ont les moyens de le faire économiquement et qui donc profitent de tout cela. Ils sont à la recherche de 3 espèces de poissons. Ça veut dire qu'ils raclent les fonds avec un chalutage absolument monstrueux et qu'ils rejettent tout le reste. Et que, à cause du phénomène de la photosynthèse que vous avez rappelé, ce changement majeur de trop de CO2 qu'elle ne peut plus absorber, on se retrouve avec des coraux dégradés, avec des coquillages qui n'existent plus puisqu'ils ne sont plus calcifiés. Enfin, la nature est vraiment abîmée dans des lieux où l'homme n'en est pas. Il y a encore même pas 50 ans. Donc là, on est vraiment sur un problème, et j'ajoute, pour rester encore sur le domaine de l'économie, que cette pêche-là, celle des grands pays industrialisés qui ont les moyens d'y aller, dont des pays européens, il faut le dire, et la France en fait partie, cette pêche-là, donc, est subventionnée massivement aux États-Unis, au Japon, en Corée, et à l'Union européenne. Et pour être positif, parce qu'on est là pour ça aussi, on peut saluer quand même les efforts de l'Union européenne très récemment, la nouvelle PAC, qui veut précisément conditionner ses subventions à une pêche plus honorable. Pierre Jouventin, je vois vous trépigner, vous vouliez réagir. Non, je voulais simplement dire que j'ai passé 10 ans en Antarctique dans les îles environnantes, donc j'ai vu en 40 ans l'évolution de l'exploitation des océans. Ouais. Et il y a seulement 10-20 ans, on surexploitait l'océan, et la France, qui est quand même le 2e pays par la surface des aires océaniques, n'arrivait pas à contrôler la situation, alors que ça a beaucoup changé. Actuellement, chaque bateau de pêche est équipé d'une balise Argos, et donc on surveille. Et donc on progresse, et il faut évidemment le mentionner. Allez, à chacun son vœu. Dominique Rosset, un vœu pour cette fin d'année. Florent Gagneur, juste après. Un vœu pour cette fin d'année, oula. Oui, qu'on prenne encore un peu plus conscience de tout ça, mais je pense qu'on lâche cette idée de ça concerne soit des gens très bien informés dans les villes urbanisées, j'aime pas le terme de bobo, alors quand même, maintenant il est clair pour tout le monde, ça c'est vraiment une grande erreur, et qu'on revienne, qu'on se rende compte que ça concerne tout le monde, voilà. Florent Gagneur. Moi je veux rebondir sur le débat d'avant, je trouve que le débat sur la cause animale est un débat qui a de l'avenir et qui fait bouger les eaux dans toutes les disciplines universitaires, et en philosophie c'est absolument révolutionnaire, et je trouve que l'homme grandit en prenant soin des autres, il doit inclure les animaux dans les autres. Est-ce que je peux ajouter, on n'a pas assez dit que les pays en développement sont extrêmement concernés, et quand je parle d'initiatives très positives, on en trouve aussi dans les populations les plus pauvres, c'est à saluer. Allez, je renvoie sur votre livre Révolutions invisibles, paru aux éditions Les Liens qui libèrent, avec France Culture, prix du livre Environnement 2016, et toutes les informations et les liens sont à retrouver bien sûr sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter, #DCAeffet. Et la semaine prochaine, le 1er janvier 2017, nous serons en compagnie du généticien Axel Kahn et nous interrogerons son rapport à la nature et à notre environnement à travers sa pratique de la marche et sa découverte des autres, chemin faisant. Et puis dans les Échos de la Terre, la rédaction du journal Le Monde ouvrira l'année sur un sujet majeur pour 2017. On vous réserve la surprise. Allez, très belle fête de fin d'année à tous. En mon nom, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, notre attachée d'émission Catherine Donnet, Anaïs Morales, notre documentaliste à la recherche d'illustrations sonores et qui vous offre aussi les plus, les moins du site, Caroline Chaussé de la documentation sonore de Radio France, Anne Gouzon de la documentation de Radio France et dont vous pouvez, je vous le rappelle, retrouver la revue Web Environnement sur le site de l'émission. Et je n'oublie pas Estelle Ferrari, Corinne Chauvel et Christine Anzano de la documentation d'actualité et Vanessa Chang de la bibliothèque. Beaucoup de monde, mais toutes sont à l'œuvre, que des filles d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès. Toutes sont à l'œuvre pour vous offrir aussi un site des plus riches. Et le reste de l'équipe.
À la réalisation, la maestra Alexandra Malka. À la technique, le roi des manettes, Jean-Richard Dufour. Et puis dans un instant, à 17h, suite de vos programmes sur France Culture avec Rue des Écoles.